Il est 8h30, Alain Bauer est notre invité, professeur de criminologie au CNAM, auteur donc entre autres de ce dictionnaire amoureux illustré du crime chez Plon et chez Grunt. C'est un, comme on dit, c'est un beau livre dans la catégorie donc des beaux livres. Alain Bauer, je voudrais revenir avec vous sur ce qui a marqué l'actualité de ces dernières heures à Rennes. Il y a un développement, là je cite les policiers sur place, du narcotrafic avec une utilisation de plus en plus, j'allais dire... facile des armes à feu, notamment des armes lourdes. Oui, décomplexé, c'est le mot que je cherchais, merci Gallagher. Est-ce qu'il y a une évolution de ce point de vue-là, selon vous ? Il y a une régression. En fait, le crime organisé, depuis son installation historique à Marseille, par Carbone Espirito, ça il y a 100 ans, et qui n'a jamais disparu. Marseille souffre d'un kyste criminel, c'est une victime d'un kyste criminel, mais ce kyste n'a jamais été... éradiqué, connaît des évolutions avec une augmentation rapide et puissante de la mortalité par règlement de compte. Nous sommes dans le cas d'un règlement de compte avec une victime qui est un enfant, mais la cible initiale était quelqu'un bien connu des services, comme on dit, sans entrer dans les détails. Une régression très rapide après les années 80, donc 80-86, des dizaines de morts. Puis, à la fin des années 90, on va dire au début des années 90, une réduction massive par une intervention puissante des forces de police, une action très volontaire du système judiciaire et du système politique. La peur du crime organisé étranger, parce qu'il n'y a jamais eu véritablement de mafia en France, on a des criminels plus ou moins organisés, mais les autres viennent surtout blanchir l'argent, ils ne veulent pas régler leurs comptes. Et puis au moment de l'effondrement du système frontalier, dans les années 2000, entre la chute du mur de Berlin et la création des zones sans frontières, au nom de la globalisation heureuse et des bisounours qui gambadaient dans la luzerne comme si le crime avait disparu, de même que la guerre avait disparu, nous avons inventé cette espèce de mythe de la paix universelle et permanente. Eh bien, le crime s'est réinvesti d'abord en forme de prédation, le vol, le racket, le proxénétisme avec l'importation de nombreuses femmes et enfants d'ailleurs soumis à des criminels particulièrement violents. Et puis nous avons eu une crise dans notre système criminel à nous, puisqu'il y a eu une crise de sécession et une crise de succession dans la zone de Marseille. On a perdu le dernier parrain ou le dernier juge de paix du crime, Jean-G. Colonna, alors bêtement dans un accident de voiture, ce qui ne fait pas joli dans un CV criminel, mais surtout avec l'apparition de Farid Berama, la tentation des caïds des quartiers de prendre la main sur le crime organisé, et depuis, ils durent entre 3 et 5 ans, règlent leurs comptes les uns les autres, étendent leur processus d'imprégnation criminelle sur des petites et moyennes villes. C'est-à-dire, il y a vraiment un phénomène d'élargissement des zones de chalandise. Oui, diffusion. Et donc, on a aujourd'hui une réaugmentation massive de l'ensemble des phénomènes criminels. Ça, c'est pour le crime organisé, règlement de compte de type Rennes. Donc, pardon, juste, je m'arrête un instant sur ce que vous venez de dire. Il y a bien une réaugmentation et non pas une visibilisation de ces actes. Non, bien de plus en plus. En même temps, comme dirait l'autre, il y a une augmentation générale des violences homicides de toute nature. Celles qu'on voit alors qu'on ne les regardait pas, féminicides, et celles qui apparaissent comme des règlements de compte pour un regard, une relation amoureuse chez les adolescents, un automobiliste énervé contre un cycliste, etc. Et donc, alors qu'on avait atteint le plus bas niveau historique des homicides en 2012, 700, on a atteint plus de 1000 en 2023. Et si vous rajoutez les tentatives d'homicide que personne ne regardait parce que le service ne savait pas très bien les gérer, on a en 2023 le pire chiffre des 50 dernières années, c'est-à-dire depuis le début de notre appareil statistique moderne. Près de 5000. Mais comment et donc, vous expliquez ce phénomène-là, c'est un phénomène de pulsion de mort, de gestion de la violence comme un moyen de régler ses comptes sans passer ni par les médiateurs, ni par le système judiciaire, trop lent, trop compliqué, et puis surtout parce qu'il n'y a plus de règles, donc on a un phénomène, alors j'irais de désinhibition, pour prendre un mot un peu différent, mais qui veut dire à peu près la même chose, Gallagher, et donc ce phénomène-là, il couvre l'intégralité de la société. Aujourd'hui, tout augmente. Toute catégorie de volonté homicide, ce que j'appelle les homicidités, homicide et tentative. Une tentative, c'est juste un homicide raté. Soit par l'efficacité des services de secours, à qui il faut rendre hommage, soit par l'incompétence majeure des utilisateurs de Kalachnikov. Ce que vous décrivez, Alain Bauer, là où certains parlent d'ensauvagement, vous dites en fait, en creux, je vous écoute avec attention, que c'est un échec des institutions à endiguer un phénomène humain naturel. Elles se sont retirées, la nature a horreur du vide, et donc le crime et la violence, c'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. L'ordre criminel est très ordonné.
condamné. Qu'est-ce qui s'est retiré ? Simplement, il règle ses comptes par la violence. Qu'est-ce qui s'est retiré ? La police. Mais attendez, justement, question. Le 6 octobre à Rennes, fusillade dans le centre-ville. On l'a évoqué autour de la table. Le 8, manifestation des policiers. Des policiers municipaux qui disent on veut des armes. Est-ce que les armes, question technique et de pure curiosité, les armes, est-ce que ça protège les policiers ? Est-ce que ça les expose ? Alors, en fait, les deux. D'abord, on s'est rendu compte depuis la version moderne de Vigipirate que Vigipirate ne dissuadait pas les terroristes, ça les attirait. Et donc, le nombre de policiers, de militaires directement victimes d'une attaque terroriste a augmenté massivement au rythme du déploiement après 2015. Pourtant, c'était maintenu, élargi sans cesse. Mais vous savez, dans le terrorisme, c'est de la violence plus de la com. Autrement, c'est que de la criminalité. L'antiterrorisme, c'est de la com et de la sécurité. Donc la com est l'élément majeur. Mais en termes d'efficacité et de l'utilité, Vigipirate n'a jamais interpellé un terroriste. Par contre, la surprise générale, c'est qu'entre le début de Vigipirate dans les années 80 et ses modifications diverses en 95, etc., et la version après 2015, aujourd'hui, les terroristes s'attaquent directement aux policiers, non seulement dans la rue, mais même chez eux. Je vous rappelle que Magnanville a été le plus grand choc historique de l'histoire de la police nationale, avec l'assassinat d'un couple de policiers chez lui, sous l'œil de leur enfant, qui y a échappé par miracle. Gallagher. Alors, vous connaissez la formule, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Moi, je suis sur ce regard un peu macro et international. On est sur quoi ? On est sur un phénomène franco-français ou c'est quelque chose que vous observez dans d'autres pays, peut-être voisins ou à l'échelle du globe ? Alors, en Europe, on l'observe un peu partout, surtout en Grande-Bretagne, mais on commence à le voir en Allemagne, dans des conditions un peu plus compliquées, parce que d'abord, les statistiques ne se gèrent pas sur les mêmes durées et les mêmes temporalités. Donc, on a un mal fou à s'y retrouver. En plus, c'est un pays très fédéral, donc la statistique, faut la recomposer, alors que la France, au moins, on a un appareil centralisé, on va dire. Deuxièmement, on a les enquêtes de victimation qui nous montrent tout ce qu'on ne sait pas. Tous les pays n'en disposent pas. Heureusement, la France en a une sauvée de justesse, malgré le gouvernement Philippe et grâce au ministre Darmanin. Il faut au moins une fois un mauvais point, un bon point. Et puis, parce que on voit, par exemple, aux États-Unis, je suis le conseil du NYPD à New York, donc on a eu une remontée historique entre 2020 et 2023, et là, on est retombé dans un des plus bas historiques, après un réinvestissement massif de la police et l'épisode Black Lives Matter, plus les effets secondaires du Covid, qui cumulés ont amené ça. Mais aux États-Unis, vous avez des villes dont le niveau est extrêmement dégradé. Chicago, Portland, l'autre Portland. San Francisco qui est en train d'essayer de reprendre le contrôle après une décision historique de la Cour suprême de Californie permettant d'évacuer le désordre sur la voie publique, y compris des Champs-Élysées de San Francisco, dont tous les magasins sont fermés et vous enjambez je dirais pas des cadavres, mais enfin des gens qui sont dans des zombies, des zombies un peu partout. Le ministre de l'Intérieur est en compagnie du président de la République au Maroc. Il est allé parler notamment visa consulaire, départ de France pour les OQTF, et demande dans une circulaire au préfet d'être plus efficace, un peu une politique du chiffre. Et il y a un lien avec l'actualité, puisqu'on a appris hier soir que l'auteur présumé du meurtre de Philippine a accepté d'être extradé. Est-ce que vous croyez, pour des choses simplement, à ces circulaires et à cette volonté affichée de fermeté ? D'abord, le ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Oui, mais est-ce que c'est la partie com que vous évoquiez tout à l'heure ou est-ce que c'est la partie efficacité contrôle ? De toute façon, ça c'est de la com, parce que le préfet ne délivre pas il délivre des interdictions administratives, mais pas des interdictions judiciaires. L'application est laissée à la libre volonté du laissez-passer délivré par le pays d'origine. Mais il est dans le rôle du ministre de l'Intérieur de dire qu'il est ferme, plus ferme, et que c'est l'ordre, si je me résume bien. Le vrai sujet, il est qu'a-t-il négocié avec son homologue, l'élément le plus intéressant, puisque les tentatives précédentes qui étaient trop fermes et un peu brutales et qui avaient oublié que le Maroc n'était plus une colonie et que nous ne l'occupions plus. Voilà. Ça n'était pas une colonie, non, de mémoire. C'était une colonie, c'était un protectorat. Oui, mais c'était un protectorat colonial. C'était pas l'Algérie qui était devenue un département. Et une colonie de peuplement, d'ailleurs, une des rares de l'histoire de France avec la Nouvelle-Calédonie. C'est les deux catégories très étranges de notre histoire. Là, le débat qu'il a eu avec le ministre marocain semble avoir été plus intéressant et plus vivant que l'annonce officielle de la circulaire. Et puis, deuxièmement, je rappelle que le Maroc avait délivré le laissez-passer consulaire qui est arrivé 2 jours après la libération anticipée de l'auteur présumé du meurtre de Philippine. Donc le Maroc n'est pas le sujet le plus
le plus compliqué, difficile. L'Algérie est le sujet le plus difficile. Donc ça fonctionnait. Est-ce que pour les Français, il y aura une rupture entre la période Darmanin et la période Retailleau sur ces questions-là, à votre avis? Je ne suis pas sûr qu'ils soient très différents. Et si vous retrouvez les déclarations de Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur, il est assez rare que quelqu'un vous explique qu'il va être laxiste, ouvert, bienveillant. Tout ça n'arrive jamais. Alors ils le sont avec des méthodes plus ou moins... Enfin, l'arrivée de Pierre Joxe avait été un événement pour un ministre de gauche très ferme. Manuel Valls n'est pas connu pour sa faiblesse naturelle. Donc, ce n'est pas un sujet. Le problème, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, il y a 7% des OQTF portent sur des faits graves, délictueux ou criminels. Toutes les autres ne servent à rien. Parce qu'elles ne sont que de la gestion administrative du flux. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait capacité. Se concentrer sur celles qui sont d'origine délictuelle. Et en plus, on peut le faire sans modification majeure et sans crise de censure constitutionnelle, en expliquant qu'au moment de la condamnation ferme et définitive à une peine de plus de 3 ans, 5 ans, 7 ans, vous choisissez celle que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc essentiellement, pour des criminels et des violeurs, sujet qui ne devrait pas faire l'objet d'un large débat à l'intérieur de la classe politique, même à l'extrême gauche, eh bien, au moment de la décision judiciaire, il y a une décision d'expulsion automatique à la libération. Donc une forme de double peine, en fait. Non, une peine complémentaire. La double peine, c'est un sujet qui, d'ailleurs, ne devrait pas se passer comme ça, parce que je ne crois pas que qui que ce soit en France souhaite garder des violeurs et des assassins sur le territoire quand ils y sont en plus de manière irrégulière. On est bien d'accord. Donc, ce processus-là donne 5 ans pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui est très largement suffisant pour négocier, faire des bras de fer, des rodomontades, aller négocier des contreparties, et le faire de manière automatique à la sortie. C'est-à-dire que la sortie est directement l'avion avec le laissez-passer qui a été obtenu avant. On peut faire des choses relativement simples. Pourquoi ça n'est pas fait alors ? Non, ça paraît trop simple. Quand vous écoutez, ça paraît... Mais attendez, Alain Bauer, je le dis dans un sourire, mais c'est une réalité. Vous connaissez les responsables politiques, vous leur parlez, vous êtes consultés. Vous avez sans doute ce que vous nous dites ce matin, vous l'avez sans doute déjà dit à des responsables. Il n'y a qu'à gagner là, dans ce que vous décrivez. Bah alors pourquoi ça n'est pas fait ? Écoutez, c'est un mystère permanent, mais vous savez, quand on me demande de venir commenter des effets politiques, comme tous mes collègues, experts académiques, journalistes, etc., on nous le demande après qu'un processus législatif est totalement merdé. Mais on ne nous a jamais demandé avant. Le Parlement, à la différence du Parlement britannique ou du Parlement américain, qui a des outils formidables, GAO, etc., qui nous dit, bon, mais si on fait ça, quels sont les effets ? Alors après, vous décidez ce que vous voulez, en sachant quels sont les effets. Aujourd'hui, nous connaissons les effets pervers et négatifs de toute une série de mesures. La dernière, sur la gestion des gardes à vue dans les commissariats, qui fait perdre 15% des effectifs. Sur la gestion des déplacements de supporters, avec l'individualisation de la billetterie. J'ai écrit un rapport il y a 2 ans. Il a fallu 2 ans pour que tout d'un coup, on décide qu'on allait peut-être pouvoir le mettre en application. Tout le monde, d'ailleurs, sait. Mais c'est le processus de digestion du monstre froid qu'est notre administration bureaucratique qui sait tout sur tout et n'écoute jamais personne. Et surtout pas le terrain. Parce que les policiers, ils en savent autant que moi, voire plus. Ou les gendarmes, ils savent très bien ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur... Alors justement, la France est un des rares pays où il n'y a jamais de cercle de qualité pris à la base, sur le terrain, parce que l'État central, tout là-haut, la noblesse d'État, comme disait Bourdieu, c'est tout. Donc n'écoute rien. D'un mot, Alain Bauer, vous venez de citer les policiers et les gendarmes. Il a beaucoup été dit qu'ils en avaient, pardon pour l'expression, ras-le-bol, et qu'ils étaient de plus en plus nombreux à se jeter dans les bras du Rassemblement national, qui d'ailleurs en avait mis certains sur ses affiches. À se suicider, à quitter, à démissionner. Parce que quand on vous parle des créations de postes, les supports d'emploi ne font aujourd'hui que compenser les départs. Contrairement à ce qui se dit régulièrement, il y a autant de supports, voire un peu plus qu'avant, mais il y a beaucoup moins de présents, d'actifs. Et je ne vous parle pas de ceux qui sont en dépression ou en arrêt, parce que leur travail est devenu insupportable et qu'ils deviennent les cibles, non pas seulement du risque du métier au moment où ils interviennent, à un moment où il ne faut pas, mais de guet-apens organisé. C'est pour ça que je dis qu'il y a un effet magnétique aujourd'hui d'agression. Il peut y avoir à un moment un point de rupture dans la société. Si vous regardez l'état moral des policiers, ceux qui sont mes élèves ou des gendarmes, qui vont un peu mieux, mais pas tant que ça, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a une perte d'attractivité, d'intérêt et même d'engagement dans la profession, et particulièrement dans la police judiciaire, c'est celle qui s'occupe des affaires criminelles les plus graves. Elles sont là, les affaires criminelles. Alors, c'est un dictionnaire amoureux illustré du crime. Oui. Donc, il n'y a pas aussi des bonnes nouvelles, de la fiction. Voilà, il y a de la fiction, il y a des termes techniques, il y a beaucoup de belles photos, des articles, etc. etc. Franchement, c'est un très beau livre. Merci beaucoup, Alain Bauer, d'avoir été avec nous.